Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo il y a maintenant quasiment un an sur comment réussir à créer sa tactique, et quand je vois sur internet, donc sur Twitter, Facebook, Discord, qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui galèrent à créer leur tactique, je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel pouvait faire le plus grand bien à tout le monde. Ce qui est extrêmement important, tout d'abord au début, c'est de bien prendre connaissance dans la vision du club de ce que les dirigeants souhaitent de nous. Là, je suis avec Concarneau, la carrière est déjà un petit peu avancée et on est avancé au niveau de la saison puisqu'on est le 21 mars. Et maintenant, on va regarder la culture des dirigeants et ce que les dirigeants veulent qu'on fasse au niveau tactique. Les dirigeants veulent donc qu'on joue un football offensif, qu'on exploite au mieux les coups de pied arrêtés, qu'on joue la contre-attaque et qu'on pratique un football spectaculaire. Ça, c'est les grandes lignes directrices qui vont vous être demandées par le board. Il va donc falloir essayer de respecter au mieux ces différents critères, parce que si vous obtenez des résultats négatifs en jouant un football défensif, en jouant par exemple, la possession et en ayant un football extrêmement stérile, vous allez totalement à l'encontre des demandes des dirigeants, et là, vous risquez fortement de perdre votre place à la tête du club. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le classement à peu près du championnat qui est pronostiqué par les bookmakers pour voir justement à quelle place nous devrions normalement pouvoir finir. Pour ça, dans la partie Ligue 1, vue d'ensemble et présentation de la saison, vous allez avoir un tableau qui va apparaître, qui va donc montrer quelles sont les places auxquelles les équipes devraient finir en termes de qualité d'effectif, mais également en termes de réputation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes que vous allez affronter, ou l'équipe que vous êtes, va avoir une mentalité différente selon que vous êtes plutôt pronostiqué en haut du classement ou en bas du classement. Je m'explique. Si demain, je prends la tête de l'équipe de Bordeaux, de Montpellier, qui sont annoncés derniers au classement, il faut être extrêmement pragmatique. Ça veut dire que demain, si j'ai une équipe qui est plutôt faible, mes joueurs ont donc une qualité moins importante, il y a donc de fortes chances que je joue plutôt un football style défensif pour pouvoir essayer de sauver ma place et d'essayer de prendre le moins de buts possible. Si demain je joue le PSG et que je sais très bien que c'est une équipe qui est extrêmement dominante, si j'ai le PSG en tant que coach, je vais forcément avoir un football extrêmement offensif et dominateur contre la plupart des équipes. Les équipes que vous allez jouer vont donc forcément s'adapter à votre réputation et à votre classement. En gros, si demain, moi, en tant qu'équipe de Concarneau, je joue une équipe de bas de classement, je sais que je vais avoir un football qui sera dominant et que l'équipe en face va jouer un football plutôt reculé. Si moi, en tant que Concarneau, je vais affronter l'équipe du PSG, bien que j'ai un jeu offensif, il y a de fortes chances que le PSG mette contre moi une tactique très offensive et qu'on voit un football vraiment spectaculaire. Il faut donc adapter votre tactique, votre mentalité, selon une pronostic pour essayer de faire le meilleur football possible. On voit rarement une équipe qui est pronostiquée dernière qui va jouer à football de passe, de tiki-taka et de possession. C'est vraiment très très rare. Mais par contre, les équipes qui sont extrêmement dominantes et dominatrices dans le jeu ont vraiment un football de possession, de contrôle du ballon, de façon à faire valoir les qualités techniques et physiques de leurs joueurs. Maintenant, on fait un petit tour dans la partie dynamique de groupe et hiérarchie pour voir un peu quels sont les joueurs qui sont les leaders de notre équipe. Cette hiérarchie, en fait, s'organise en différents modules. Les leaders d'équipe, les joueurs très influents, les joueurs influents et parfois les autres. En gros, les leaders d'équipe sont les joueurs qui ont normalement les meilleures qualités footballistiques. Ce sont vos meilleurs joueurs sur le terrain. Il est donc important de faire appel à eux régulièrement parce que ce sont les joueurs qui vont pouvoir vous amener du jeu, de la création du jeu et une grosse partie également défensive selon le poste qu'ils vont occuper sur le terrain. Si vous suivez un peu la carrière avec Concarneau, vous savez que Rocorets et Caicedo sont les meilleurs joueurs du club, mais que derrière, ils sont suivis par des joueurs qui sont également très influents. La hiérarchie comprend également le temps de jeu des joueurs. Si vous avez un leader d'équipe qui est un joueur vedette de l'équipe qui ne joue jamais, attention, il va vous créer beaucoup de problèmes. Pareil, hein, s'il n'a pas de temps de jeu suffisant, s'il réclame un nouveau contrat, il y a de fortes chances que son comportement négatif ait une influence négative sur l'ensemble du groupe. Par contre, un joueur qui n'est pas vraiment influent, s'il se plaint, clairement, les stars du club vont s'en moquer totalement et ça n'aura absolument aucun impact sur la vie du groupe. Donc faites bien attention à ça, essayez de respecter au maximum les hiérarchies d'équipe pour que les joueurs aient un temps de jeu qui soit relatif à leur statut dans l'effectif. Maintenant, on va demander à notre adjoint de nous donner à peu près les grandes lignes dans le rapport de l'adjoint pour vraiment savoir quels sont les points forts et les points faibles
de notre équipe. Il est important d'essayer de maximiser au maximum les points forts pour jouer sur nos forces et de faire attention à nos faiblesses de façon à éviter, par exemple, si on a des joueurs qui sont faibles au niveau du jeu aérien, eh bien on va peut-être plutôt demander à notre équipe d'empêcher l'équipe de centrer pour justement mettre nos joueurs dans les meilleures conditions possibles. Avec Concarneau, du coup, dans les points forts, j'ai noté quelques petits éléments. On a un groupe qui est extrêmement endurant, ça veut dire capable de pouvoir répéter les efforts, ce qui est parfaitement couplé avec justement ici de très bonnes QPN, les qualités physiques naturelles qui sont la capacité des joueurs à pouvoir répéter les efforts. On a également des joueurs qui sont bons dans la prise de décision et dans la vision du jeu, ça veut dire capable de bien pouvoir lire le jeu, analyser et savoir à quel moment pouvoir faire une passe. Des joueurs qui sont également plutôt puissants, j'ai vu ça il me semble en haut, ici, joueurs plutôt puissants, avec beaucoup de leaders dans l'équipe. C'est extrêmement important, un groupe plutôt soudé, qui va jouer pour le collectif et qui vont essayer ensemble d'affronter les difficultés. Pour les points faibles, on a une équipe qui manque de courage. Le courage, c'est la capacité du joueur à aller au duel. Donc, parfois, essayer de lever un peu le pied pour ne pas se blesser eux-mêmes. On a des joueurs qui manquent un peu d'agressivité, qui ont peut-être tendance à aller encore un peu moins en contact, donc faire attention justement à ça. Des joueurs qui manquent de détente verticale, c'est extrêmement important pour le jeu aérien. Donc on verra par la suite si c'est d'un point de vue offensif ou défensif. L'effectif manque aussi de qualité de placement, donc attention aux défenseurs de ne pas donner des tâches avec un placement qui soit parfois un peu trop compliqué à respecter pour eux. Ils pourraient rencontrer là des difficultés. Et ensuite, les joueurs manquent de sang-froid. Ça, c'est souvent sur la partie offensive. Lorsqu'il faut conclure l'occasion, les joueurs ont parfois un peu le pied qui tremble. Donc attention à vos buteurs pour cette partie sang-froid. Ensuite, toujours dans la partie plan d'effectifs, mais dans maintenant l'onglet comparaison, on va donc pouvoir comparer les qualités de notre équipe aux qualités globales de la Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va regarder par exemple pour la partie défense, on clique sur la partie défense ici, mais il est extrêmement important de pouvoir toujours penser à décocher ici pour ne voir apparaître que le défenseur. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit différentes courbes, d'accord? La courbe bleue, c'est nous, et la courbe blanche, c'est la moyenne de la Ligue 1. On voit qu'en termes de tacle, pour la partie défense, on est plutôt pas mal, on est largement au-dessus de la moyenne. La ligne verte étant l'équipe qui a la note maximum en Ligue 1. Dans le jeu aérien, nos joueurs défensifs, nos défenseurs et nos milieux def, sont des joueurs qui ne sont pas très bons de la tête. Donc attention sur phase arrêtée, corner, coup de pied et sur les centres, à ne pas prendre trop de buts parce que, en effet, c'est un élément qui est important à prendre en considération. Par contre, en détente verticale, nos joueurs sont capables d'aller chercher la balle assez haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le marquage, on est plutôt pas mal. On reste plutôt correct. Hein. On a 13 de moyenne et c'est Nice qui a la meilleure moyenne avec 13,75. Donc on est clairement dans le haut du panier pour la Ligue 1. En revanche, pour le placement, on est un petit peu en dessous. Pour la puissance, on est bien positionné. Et pour vitesse-accélération, on est clairement dans les clous. Pour maintenant le milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, on a des joueurs qui, en termes de passe, ont un niveau plutôt très correct. Attention aux tirs, on est en dessous, donc les tirs de loin sont possiblement à proscrire pour les joueurs. En termes de vision du jeu, on est excellent. On a des joueurs qui sont très créatifs, donc très bons dans la vision du jeu. Et comme on l'a vu précédemment, on est également très bon dans la prise de décision. En termes de technique, nos joueurs savent manier le ballon, ce qui est une très bonne chose. Par contre, attention, hein, en termes de tacle, nous sommes la moins bonne équipe. C'est-à-dire que nos joueurs, défensivement au milieu de terrain, ont quand même de très grosses lacunes. Donc, point important à noter, on n'a pas des joueurs très bons défensivement au milieu de terrain. Donc, possiblement, le fait de recruter un ou deux milieux de terrain défensifs bons dans cette caractéristique sera certainement une des choses à envisager pour l'année suivante. Et maintenant, pour l'attaque, on a des joueurs qui sont très rapides, une très bonne vélocité, accélération, vitesse, on est très bien placé. Appel de balle, c'est également pas mal aussi. Hein, c'est Monaco qui ont la meilleure stat. En détente verticale, on a des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, ce qui est vraiment également une très bonne chose aussi. Les tirs, on est pas mal. La finition, on est à 14. 14, c'est vraiment pas mal du tout. Hein, c'est déjà une bonne note de finition. La tête, eh ben, c'est plus compliqué. Et en anticipation et en appel de balle, nos joueurs sont un peu en dessous. Ils ont un peu de mal à savoir quand vraiment déclencher l'appel de balle. Donc attention à ne pas peut-être demander le ballon trop dans la profondeur. Vous risquez d'avoir peut-être trop de hors-jeu. On peut également regarder après au niveau des notes physiques pour les défenseurs, voir si nos joueurs sont puissants, endurants, bons en équilibre. Pareil pour les milieux de terrain.
et tout ce qui attaque. Ça donne vraiment un aperçu global des caractéristiques de joueur pour vraiment pouvoir s'appuyer sur les forces et les faiblesses de notre effectif. On passe ensuite dans l'onglet effectif, et effectif ici, vous allez aller sur rapport, c'est donc le rapport de l'adjoint, qui va donc vous trier grosso modo les joueurs par niveau et par potentiel. Donc pour trier par décroissant et décroissant, bien sûr, vous appuyez sur potentiel et niveau de façon à pouvoir trier les joueurs. Moi, je classe toujours les joueurs de cette façon. Les joueurs qui ont le meilleur niveau en tête, de façon à afficher les meilleurs joueurs de l'effectif. Les meilleurs joueurs de l'effectif sont donc ceux sur lesquels vous allez devoir bâtir votre équipe et votre colonne vertébrale pour être sûr d'avoir les meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Là, en l'occurrence, on a Nicolas Rokoreitz, notre gardien Branimir et Evandro qui sont les meilleurs joueurs de l'effectif. Ce sont donc sur cela qu'on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir bâtir notre équipe et notre tactique. Vous avez également à côté des indications sur le meilleur rôle et le meilleur poste possible. Là encore, c'est si vous voulez mettre les joueurs dans leur meilleure disposition, il est important de pouvoir essayer de respecter au maximum ces indications pour mettre les meilleurs dans les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Si votre joueur est un ailier soutien qui est très bon en centre et en passe, comme c'est le cas par exemple pour Nikola Stojikovic, si demain vous décidez de le mettre par exemple en tant qu'attaquant intérieur, et bien forcément il sera un peu moins bon que le poste pour lequel il est prédestiné. Une fois que le tri des joueurs est fait par ordre niveau et par potentiel, il est maintenant important de s'attarder sur les qualités individuelles et sur les caractéristiques de vos joueurs. Pour ma part, je prends donc généralement les 6 premiers joueurs. Donc là, je vais prendre Nicolas Stojikovic qui évolue en tant que milieu gauche, Rokoreitz milieu centre, notre gardien, notre sentinelle et notre arrière latéral droit, Juan Carlos Caicedo. Une fois que c'est fait, je pense qu'avoir au moins 5 joueurs sur le terrain, les 5 meilleurs joueurs, c'est la colonne vertébrale principale de votre équipe. C'est les meilleurs joueurs, ceux pour lesquels vous allez donc devoir vous appuyer pour bâtir votre tactique. On va donc regarder ensemble la fiche d'un joueur pour essayer de comprendre quelles sont les qualités et sur quoi on va devoir s'appuyer. On va prendre la fiche de Juan Carlos Caicedo, donc latéral offensif droit, qui va évoluer soit en tant que latéral offensif complet ou latéral offensif attaque. On va donc décrypter ensemble sa fiche pour voir vraiment ce qu'on peut lui demander. Au niveau des caractéristiques, c'est un joueur qui aime énormément courir avec le ballon sur le flanc droit et qui aime déborder son adversaire. On voit bien, joueur qui est extrêmement rapide dans la vitesse, l'accélération, très bon en dribble et en prise de balle, également en centre. C'est donc un joueur qui va avoir un rôle véritablement offensif dans la tactique. Donc n'hésitez pas à lui donner justement des consignes individuelles importantes, comme par exemple, ici Caicedo, on va le mettre en latéral offensif attaque parce qu'il aime monter au niveau du terrain. Demandez-lui de prendre les couloirs, on sait qu'il aime ça. Demandez-lui de dribbler plus, d'accord? Il est bon en centre. Le centre d'avantage, à mon sens, est une très très bonne idée. Ça, c'est des petites pistes pour lesquelles vous pouvez mettre en avant vos joueurs. Si vous avez par exemple un défenseur central qui a 9 en marquage, ne lui demandez pas d'avoir un marquage plus serré. Ça ne sert absolument à rien. Il sera très mauvais. Par contre, si votre joueur a de marquage de 16-17, eh bien demandez-lui un marquage plus fort au niveau du joueur. Et vous pouvez également demander un marquage spécifique pour un attaquant adverse de façon à pouvoir le museler tout au long de la rencontre. Il est donc important de faire le point individuellement sur chaque joueur pour déceler les forces et les faiblesses et surtout vous appuyer sur les points forts de vos joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, pour le milieu de terrain, j'ai Dmitro Kozachenko, jeune joueur ukrainien, qui a des notes de passe, décision, inspiration et vision du jeu à 16. C'est donc un joueur extrêmement important dans la création de vos parties. Pour ce type de joueur, qui est un joueur qui est véritablement inspiré sur le terrain, demandez-lui de prendre plus de risques, de prendre des passes plus directes de façon à pouvoir trouver des joueurs dans le dos de la défense. Il est tout à fait capable de pouvoir briller dans ce genre de choses. Si par contre vous avez un numéro 10 qui a des passes à 11, 12, qui n'était pas très bon en vision du jeu, demandez-lui plutôt un jeu court et simple de façon à perdre le moins de ballons possible. J'ai donc mis en place une tactique avec les joueurs que j'estime être les meilleurs. J'ai essayé pour la plupart de les mettre dans les meilleures dispositions possibles grâce à leur meilleur poste et à leur meilleur rôle. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, notre attaquant Suarez est plutôt un joueur de côté, mais comme il est très rapide, avec une bonne finition, je l'ai positionné en tant que buteur. L'avenir nous dira si j'ai eu raison de le faire. Pour le reste, ça reste plutôt cohérent.
On va donc maintenant s'attarder du coup à la création tactique avec le style de jeu qu'on va mettre en place, avec le ballon, en transition et sans le ballon. Et pour finir, on fera un point sur les différentes consignes individuelles qu'on va pouvoir demander à nos joueurs. Bien sûr, il est extrêmement important de faire attention aux joueurs que vous avez dans votre effectif. Si vous n'avez pas de joueurs capables d'évoluer en tant qu'ailier, attaquant intérieur, eh bien sûr, ne choisissez pas un dispositif en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Privilégiez plutôt un dispositif avec 5 défenseurs avec des latéraux qui vont monter, ou un système plutôt axial en 4-1-2-1-2 diamant, et des joueurs qui vont évoluer au cœur du jeu. Si, par exemple, vous avez 3 défenseurs centraux qui sont vraiment très très bons, eh ben, n'hésitez pas à jouer avec une défense à 3. C'est absolument pas problématique, ça marche très bien aussi dans FM. Si vous avez 2 très bons buteurs, ne vous butez pas à jouer avec uniquement un attaquant. N'hésitez pas à associer les deux pour faire une paire, donc jouer en 4-4-2, 4-2-2-2, 5-3-2. Il y a plein de possibilités différentes. Le but étant toujours de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et d'avoir une très bonne cohérence entre ce que vous voulez mettre en place et les joueurs qui sont à votre disposition. Maintenant, on va voir un point qui est très important et primordial dans la création de la tactique. L'écran que vous voyez avec vos joueurs sur le terrain, c'est le positionnement de vos joueurs sur les phases défensives. C'est donc comme ça que vos joueurs vont se comporter et quel va être le positionnement de vos joueurs lorsque vous n'allez pas avoir la balle. Par contre, dès que vous allez récupérer la balle, aussi bien en phase de transition de possession, vos joueurs vont donc être amenés à bouger sur le terrain de façon à avoir un positionnement très offensif. J'ai donc créé du coup sur un site web une petite page représentant notre tactique, d'accord, qui va nous permettre de vraiment pouvoir visualiser sur le terrain comment ça va se passer. Là, c'est en phase de défense, avec un joueur, un bloc qui est placé du coup plutôt bas, à la récupération du ballon. Une fois qu'on va récupérer la balle, nos joueurs vont donc remonter, le bloc va donc remonter et se positionner de façon totalement différente sur le terrain. Nous avons donc récupéré la balle et le bloc équipe va remonter. Le buteur va donc jouer naturellement plus haut. Il est suivi par le numéro 10 qui sera derrière lui. Les deux numéros 6 ou 8 vont donc remonter. Et maintenant, c'est les différents rôles de côté qui vont également amener un certain mouvement au niveau de l'équipe. On a donc un ailier qui lui va venir monter, manger la ligne de touche pour se positionner ici bien plus haut sur le terrain. L'attaquant intérieur, lui, son but, on l'a vu dans une vidéo explicative où j'ai fait les rôles et les tâches, va donc se positionner ici dans le demi-espace, donc repiquer légèrement dans l'axe ici pour amener un peu de folie entre le latéral et le défenseur central. Derrière, nous avons un milieu de terrain axial défense qui va se positionner ici à la récupération du ballon, un peu comme un plot, il va récupérer la balle et tout de suite il va passer la balle à des coéquipiers qui seront démarqués pour pouvoir continuer dans la création du jeu. Le milieu de terrain récupérateur, lui, son but c'est de courir un peu partout, de récupérer la balle et de faire la passe au joueur le plus proche de lui. Ensuite, on va avoir un arrière latéral lock complet ou offensif qui va donc lui par contre monter très haut sur le terrain, parfois même pouvoir ici dédoubler pour pouvoir centrer la balle. S'il monte très haut sur le terrain, on a ici un espace qui est laissé vacant par sa montée. Le latéral offensif va avoir tendance à prendre beaucoup de responsabilités offensives. Il va donc monter très régulièrement et parfois son repli défensif sera vraiment beaucoup trop lent et beaucoup trop à contre-temps. Donc attention à l'espace qui est laissé dans son dos. Le latéral ici de côté va évoluer ici de façon à pouvoir amener un petit peu de protection sur le flanc gauche. Moi, ce qui m'embête dans cette tactique, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un espace qui est très important laissé à droite ici et que si on affronte des top équipes qui évoluent avec des ailiers sur les côtés, on va véritablement prendre la sauce. Donc ce que je vous conseille de faire, quand vous jouez avec un latéral très offensif, il y a un nouveau rôle qui est apparu sur ce FM. On va donc repartir ici. La caméra, on la remet ici. On passe le jeu en premier ici. Pour compenser ce problème, on va donc passer ici notre latéral gauche en arrière latéral inversé. D'accord ? Et on va demander en consigne individuelle à Hansen de venir coulisser légèrement pour venir compenser sur le flanc droit. Il va donc donner du coup sur le site. On repart sur le site, ici. Le lock va monter ici. Par contre, le latéral inversé va venir se positionner dans l'axe et va décaler du coup notre défense qui va évoluer comme une défense à 3. Et là, on a véritablement une équipe qui est quand même nettement plus cohérente sur l'aspect défensif. Bien sûr, le but du jeu,
c'est de marquer des buts, mais surtout, attention à la prise de risque que vous demandez à vos joueurs. Si vous avez dans votre équipe 4 ou 5 tâches attaque, dites-vous que ces joueurs-là vont vraiment se ruer et courir vers l'avant, et qu'il y ait des zones qui seront totalement libres de tout joueur, et ces zones-là seront forcément exploitées par l'équipe adverse, donc méfiance aux joueurs qui vont trop monter. Ayez toujours à l'esprit que vaut mieux parfois assurer ses arrières que de vouloir marquer à tout prix sur chaque occasion. On va donc maintenant passer aux différentes consignes collectives de façon à essayer de trouver le meilleur équilibre entre la défense et l'attaque. On va maintenant un peu parler de la mentalité. Qu'est-ce que c'est la mentalité? La mentalité, c'est la prise de risque de vos joueurs. Si vous avez une équipe qui va jouer plutôt en mentalité défensive ou prudente, ou même équilibrée, les joueurs vont faire extrêmement attention aux passes qu'ils vont réaliser et au dribble. Ils vont avoir un aspect créatif qui sera forcément un peu plus limité. Par contre, une équipe qui est plutôt en championnat plutôt dominante, l'aspect de positif ou offensive va demander à vos joueurs l'opportunité d'exprimer au maximum les aspects les plus créatifs de leur jeu. Là, en l'occurrence, avec Concarneau, moi j'aime bien l'aspect positif, on va donc partir sur ça. On reprend également notre petite feuille avec les différents points forts et les différents points faibles. Les points forts étaient l'endurance, la puissance, le volume de jeu, la décision et la vision du jeu. Et les points faibles étaient donc le courage, l'agressivité, la détente, mais également le sang-froid. Nos joueurs ont donc des capacités à pouvoir répéter les efforts et sont dotés d'une très très bonne vision du jeu. Moi, personnellement, des joueurs qui apprécient pouvoir courir et s'investir, j'aime un rythme de jeu plutôt élevé et des passes plutôt plus courtes pour pouvoir profiter au maximum d'un jeu très rapide avec des joueurs qui sont plutôt à l'aise balle au pied. Pour la partie centre, on l'a vu, nos joueurs de buteurs ne sont pas forcément très bons dans le domaine aérien. On va donc privilégier des centres à ras de terre. Nos joueurs créatifs au milieu de terrain sont des joueurs qui sont normalement plutôt bons balle au pied, bonne vision du jeu, bonne passe et bonne décision. J'aime donc demander à mes joueurs de pouvoir s'exprimer un peu plus sur le terrain en prenant un peu plus de risques. Les joueurs sont donc également plutôt rapides et plutôt techniques. Donc l'option prenez la défense de vitesse, à mon sens, est une bonne décision. Nos dirigeants nous imposent de marquer des buts sur coup de pied arrêté. Donc là, on leur fait plaisir en cochant cette petite option. Et dans la partie construction du jeu, passer dans les espaces, c'est quoi? C'est chercher à trouver des joueurs lancés pour lancer la balle dans le dos de la défense de façon à prendre la défense à revers. Ça, moi encore, j'aime bien. J'aime bien quand mes joueurs prennent la verticalité. On va donc cocher ici cette option ici. Sortez de la défense, pourquoi pas? Moi, c'est un truc que j'organise différemment selon mes décès. On verra donc comment eux, ils sont dotés balle au pied. Et pour la largeur, souvent, je reste sur une partie largeur dans la moyenne, de façon à avoir un jeu plutôt équilibré, à la fois concentré dans l'axe, mais également parfois un peu de décrochage sur les ailes. En transition, on est une équipe plutôt agressive qui va dominer le championnat. Donc un jeu de contre-pressing pour récupérer la balle et un jeu de contre lorsqu'on va défendre pour pouvoir essayer d'amener beaucoup de verticalité et d'appel de jeu dans le dos de la défense. Pour les relances, moi j'aime les relances rapides. Par contre, quelles sont les qualités de notre gardien? Alors notre gardien, du coup, il est bon comment? Relance, il est bon dans les passes, il est bon... relance à la main, donc relance à la main, il est pas mal non plus. Donc pourquoi pas demander des relances à la main. On peut même éventuellement demander, bon soyons fous, on va s'amuser un peu, relance rapide, longue relance à la main, un peu comme Pepe Reina à l'époque, pourquoi pas, on va tenter, et on verra ce qui va se passer. Sans le ballon, on est donc une équipe qui va jouer très haut sur le terrain, donc on va mettre un bloc plutôt haut. Moi, j'aime pas quand le bloc est le plus haut possible. Je préfère avoir un bloc qui soit un peu plus bas ici. Ça demande de l'ajustement. On va donc demander un pressing plutôt très important, un pressing beaucoup plus souvent sur l'équipe adverse. Empêcher les relances courtes du gardien, ça c'est important, notamment sur les 6 mètres, on peut le demander, mais ce n'est en aucun cas une obligation, ça dépend des qualités du gardien en face. Moi j'aime bien demander à mes joueurs de s'engager plus, attention, ça va engendrer énormément de cartons jaunes, de joueurs suspendus match après match, donc si vos joueurs prennent trop de cartons, vous pouvez éventuellement retirer cette option. La ligne défensive, ça sert uniquement à protéger, soit à jouer un peu leur jeu ou à jouer plus bas. Là, c'est vous qui décidez. Moi, souvent, je laisse de façon à laisser les joueurs un peu décider. Et ensuite, on a vu que nos défenseurs centraux,
était comment au niveau du jeu de tête? Alors, on reprend ici plan d'effectifs, rapport, comparaison, défense. Dans le jeu aérien, on est plutôt très bon en méthode verticale. On va donc demander dans la tactique de laisser l'équipe adverse centrer de façon à pouvoir prendre véritablement l'ascendant sur les buteurs avec le domaine aérien. On va donc maintenant passer aux consignes individuelles de façon à voir si nos joueurs, on peut leur demander plus ou moins de prise de risque. Pour notre arrière latéral offensif. Du coup, on l'a vu tout à l'heure, c'est un joueur qui aime énormément se projeter vers l'avant, qui aime courir et centrer et déborder l'adversaire. On a donc mis des consignes comme prendre le couloir de façon à pouvoir amener beaucoup de dribbles à l'adversaire. On va justement lui demander de pouvoir dribbler plus, c'est dans ses qualités. Joueur technique, inspiré, capable de déborder, c'est très bien pour lui. De prendre plus de risques, très bon centreur, très bon passeur, donc ça pose aucun problème de lui donner plus de responsabilité sur le plan des passes. On lui demande également de centrer davantage. Et centrer de la ligne de but, ça veut dire de monter le plus haut possible sur le terrain. Mais ça veut dire aussi que plus il va monter haut sur le terrain, plus il va avoir du mal à pouvoir redescendre pour l'aspect défensif. Donc attention, si on coche cette case ici. Ça donne quoi en termes de marquage pour Caicedo? Caicedo, au niveau du marquage, c'est 12, c'est plutôt correct. Bon, et ben on laisse comme ça, c'est plutôt pas mal. Hansen, quant à lui, on lui demande, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo avec le petit tableau explicatif, de pouvoir coulisser pour pouvoir compenser les montées de Caicedo. Au niveau des passes, il est comment notre camarade? Passe à 11, vision du jeu à 10. On va donc lui demander d'avoir un jeu, de prendre moins de risques et de faire des passes plus courtes. Parce que attention justement à ne pas faire des passes, de ne pas balancer des passes n'importe comment et à perdre le ballon et à rendre le ballon à l'adversaire. En termes de marquage, comment est-ce qu'il est notre camarade? Marquage, il est à 14. Placement, il est à 14. Eh bien, on va demander à Hansen d'avoir un marquage de plus près et de s'engager un peu plus durement dans les duels. Kostayev, quant à lui, du coup, au niveau des passes, il est à 7. Donc, c'est vraiment très très faible. Au niveau de l'agressivité et de la puissance, c'est plutôt correct. Donc, pour Kostayev, on va lui demander de prendre lui aussi moins de risques, d'accord? Et aussi de tacler un peu plus durement pour pouvoir avoir un impact plus important au niveau du jeu. Ali Nanamou va donc jouer en position de air latéral inversé, va donc repiquer dans l'axe, d'accord? C'est un joueur qui est plutôt bon dans les passes, donc on va lui demander de prendre un peu plus de risques, par contre de tirer un peu moins souvent, parce qu'il est très mauvais dans les passes. Pour le milieu axial défense, Evandro. Alors, au marquage, c'est plutôt pas mal, les tacs sont bons aussi, positionnement, c'est pas mal aussi, parce qu'il est capable de pouvoir tirer, tire de loin à 9, donc attention. Donc Evandro, tirer moins souvent au but, les passes courtes, c'est parfait, tacler plus durement, de façon à amener lui aussi un impact plus important dans le cœur du jeu. Des passes, prenez moins de risques. Rocco Reitz, maintenant, notre milieu de terrain récupérateur. Rocco Reitz est capable de répéter les efforts. Joueur avec un très très gros volume de jeu. Il est bon dans les passes. Joueur capable de répéter les efforts, de monter, descendre. Se projette dès l'avant, par l'avant dès que possible et se jette pour tacler. Donc, aucun problème pour nous. Rocco Reitz va donc demander de marquer de plus près, ce qui est capable d'être très bon. Dribbler plus, il peut le faire également. Tirer moins souvent. Ah, il est comment en tir du coup, Rocco Reitz? Rocco Reitz, il peut tirer à 13. Eh ben pourquoi pas? Allez, Rocco. Rocco, on sait qu'il aime tirer. Hein. Ça, c'est pas un problème. Frapper davantage au but. Les passes, on laisse comme ça. Pour le reste, tout me paraît parfaitement cohérent. Du coup, prenez les couloirs, tiens. Ouais. Voilà. De toute façon, élargir un peu pour compenser l'ailier. Amené à monter. L'ailier, quant à lui, alors, c'est quoi ses qualités? Qualité de centre et de percussion. Très bon dans les passes. La finition, c'est plutôt correct. Donc, très bien. Alors, pour Nicolas, sur le côté, on lui demande de prendre les couloirs, de centrer depuis la ligne de but. C'est un ailier, donc il doit aller le plus haut possible. De faire des passes plus risquées, de tacler plus durement, d'avoir un marquage plus près vis-à-vis de son arrière latéral à côté de lui. Et pour les tirs, on laisse comme ça, on ne change pas. Il fera lui-même les bonnes décisions. Andersen maintenant, attaquant intérieur. Lorsqu'il va avoir la balle, il va monter davantage et il va repiquer dans l'axe. Ça donne quoi au niveau des passes pour Andersen?
Les passes 14, vision du jeu 13, finition 15, très bon finisseur. On va lui demander de tirer davantage au but. Et également de décrocher plus souvent. Décrocher, venir récupérer la balle, remonter, dribbler et venir enfin percuter. Et pour notre buteur devant, notre buteur devant, souvent il est bon dans les dribbles, vient dribbler et on prend plus de risques. On rappelle, la prise de risque, c'est pour les appels de balles, les passes, mais également pour les tirs. J'ai oublié le poste de numéro 10 avec Kozachenko. On va donc revérifier sa carte ensemble. Joueur qui aime se projeter vers l'avant, c'est important, qui aime tenter des passes dans le dos de la défense et qui aime lober le gardien. Alors, dans la création du jeu, il n'y a absolument aucun problème, d'accord? Très bon en passe, décision, inspiration, parfait. Par contre, en tir, il est très mauvais. Donc, on va donc lui demander à Kozachenko de tirer moins souvent, d'accord? De dribbler moins parce qu'il n'est pas assez bon, de prendre plus de risques, d'accord? De centrer davantage, parce qu'il en a clairement la capacité. Par contre, ici, rester en place, ça ne va pas du tout. C'est un joueur qui aime prendre les espaces, on l'a vu ensemble, donc on va donc lui demander de prendre les espaces et de décrocher plus souvent. Ça rentre parfaitement dans la partie expression de son jeu, aussi bien dans le déplacement que dans la partie des passes. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que grâce à ça, vous allez pouvoir de vous-même réussir à bâtir la tactique parfaite pour votre effectif. Dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines, on fera également un point très intéressant sur la partie programme d'entraînement aussi bien individuel que collectif, parce que moi j'aime créer des entraînements qui ont un rapport avec la tactique avec laquelle je joue. J'aime créer des tactiques et des entraînements qui sont personnalisés à chacun de mes effectifs. On se retrouve très bientôt. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça nous aide énormément, nous les petits créateurs, à pouvoir progresser. Quant aux autres, eh bien merci bien sûr de laisser le petit like, le commentaire et le partage. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.